Je pense qu'on est en ligne. Nous allons pouvoir débuter. Donc, bonjour à vous toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour la troisième étape de notre cycle de conférences Patrimeta, où un conseiller interroge des sociétés de gestion. Alors aujourd'hui, contexte oblige, on s'est positionné sur un sujet qui peut apparaître particulièrement intéressant pour les conseillers en gestion de patrimoine. Parce que comme vous avez sûrement dû le savoir ou vu quelque part, donc la situation politique et économique, on peut la considérer comme instable et voire inédite. Et donc le conseiller, face à l'inconnu, doit s'attacher à rechercher des placements qui peuvent lui paraître refuge, en tout cas dans ces temps incertains. Et on en a sélectionné deux à vous présenter, et en tout cas deux sociétés de gestion qui vont vous présenter les attraits de deux types de placements. D'une part, l'or physique, et ensuite le viager mutualisé, qui, ces deux produits, disposent des atouts dans cette situation un petit peu spéciale. Alors, pour ce faire, on a demandé à quelqu'un de venir nous aider à comprendre l'ensemble de ces dispositifs et surtout d'avoir un regard de conseiller sur ces questions. Et donc, Armel Gadan, qui est l'associé gérant de Devolia, a bien voulu se livrer à l'exercice. On leur en remercie chaleureusement. Merci Armel. De rien. Et Armel va accueillir Franck Languilla, qui est le directeur des gestions de la financière de la Cité et le gérant du fonds FDC hors physique. Donc c'est un produit particulièrement intéressant. Et Sylvain Brulet, qui est CFA, directeur général d'OG2I et co-gérant du fonds Viage Capital. Voilà, moi j'en ai fini. Je te laisse la main, Armel. À toi les débats. Ok, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous aussi. Sur cette conférence, le thème m'a intéressée tout d'abord aujourd'hui parce qu'on a un peu de mal, je trouve, en tant que conseiller, à avoir des actifs qui protègent le portefeuille de nos clients. Pour faire face à une gestion diversifiée, on a effectivement trois grandes classes d'actifs ou de gestion en stock, des actions, donc avec une volatilité qui est non neutre aujourd'hui, des obligations qui sont en fait très souvent vendues ou présentées comme une forme de protection ou des actifs moins volatiles, mais qu'on voit tout de même varier fortement dans les contextes politiques actuels, et du monétaire qui contrairement à son nom, en fait, apporte quand même un rendement significatif aujourd'hui, mais qui, d'après le consensus, a quand même tendance à voué normalement à diminuer. Pour avoir des choses un petit peu différenciantes et pour protéger les portefeuilles de nos clients, qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour beaucoup ? On fait des produits structurés, donc là, en fait, tous les clients ne peuvent pas non plus être scotché sur un produit, et on va faire de l'obligataire daté. On a vu par le passé que même l'obligataire daté avait quand même des variations importantes de valeur liquidative, ou avec des risques de faillite, où on se souvient des CLN rallye qui ne sont pas allés à terme. Donc aujourd'hui, finalement, sur ce marché financier, on peut avoir un sujet pour protéger les portefeuilles de nos clients. Donc, face à ça, moi, je trouve que c'est effectivement assez intéressant dans ce contexte compliqué, justement, d'aller rechercher l'avis de maisons de gestion pour pouvoir investir sur le marché. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait finalement faire intervenir Franck et Sylvain afin qu'ils nous donnent leur avis sur justement quelle est selon vous, Franck d'abord, puis Sylvain par la suite, la tendance actuelle sur le marché financier. Oui, bonjour à tous, bonjour Armel. Bonjour. On peut dire sur les marchés financiers, pour être bref, c'est qu'on a eu, du point de vue du français, en tout cas, enfin de l'investisseur français,
un coup de semonce avec les élections européennes et les législatives qui ont été annoncées pour la semaine prochaine et qui ont un peu perturbé la lecture d'investisseurs qui sont très centrés sur la France, puisqu'on parle des investisseurs français, et qui globalement ont pu être chahutés par ces événements. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, la financière de la Cité, on continue de plébisciter plutôt les grandes valeurs étrangères. C'est un peu notre credo, celles qui sont sensibles à la croissance nominale mondiale, et notamment les valeurs britanniques qui nous semblent présenter un intérêt certain. Et puis, on vit quand même dans un monde qui s'est normalisé du point de vue des taux nominaux. Et c'est vrai que l'investissement obligataire a repris un peu de l'intérêt par rapport à ces 3 dernières années et que globalement, on se doit de construire un portefeuille diversifié en y ajoutant des produits obligataires, plutôt de la dette privée par rapport à la dette publique, pour les mêmes raisons que celles que j'ai citées précédemment, dans un esprit d'optimisation des risques. Et puis, puisque c'est le sujet de la conférence du jour, l'or physique, je pense, a un intérêt vraiment légitime à être placé dans les allocations d'actifs pour les portefeuilles des investisseurs, puisque c'est la monnaie d'aucun État. Il n'y a pas de privilège d'émission sur l'or, il y a juste 200 000 tonnes qui ont été extraites des sous-sols depuis la nuit des temps. On en ajoute à peu près 3500 tonnes chaque année, ce qui est finalement assez peu. Ça fait 1,5% d'augmentation du stock chaque année, avec probablement une extinction, donc une limite à cette découverte d'or qui se situerait autour de 20-30 ans, puisque au fur et à mesure que les gisements deviennent de plus en plus pauvres, on extrait de moins en moins d'or de nos sous-sols. Donc avoir une dizaine de pourcents de son portefeuille investi en or, ça nous semble être une bonne idée. Et évidemment, nous avons fait le choix de mettre en avant l'or physique, puisque quand on est investisseur en or, ce qu'on veut, c'est être immunisé des chocs extrêmes. Et si on achète de l'or papier, on pourra y revenir plus tard, on n'a pas vraiment la propriété de la matière, ce qui, selon nous, est un vrai problème quand on cherche ce type d'investissement. Voilà pour résumer un peu les choses. D'accord. Et Sylvain, sur le marché économique aujourd'hui, l'immobilier, on entend que ça se casse un petit peu la figure quand même. L'année dernière, on a vu des belles chutes sur l'immobilier. Pour vous, l'immobilier ou le viager, qui est un peu différent, a toute sa place sur une allocation aujourd'hui? Oui, absolument. Alors déjà, bonjour à tous. C'est vrai que le marché, le secteur de l'immobilier a été particulièrement attaqué, notamment sur, on va dire, sur les 2 dernières années. La raison, il y a 2 raisons principales à ça. C'est la recrudescence de l'inflation avec la réaction des banques centrales qui ont remonté quasiment partout dans le monde, mais notamment en Europe et aux États-Unis, fortement leur taux pour essayer de maîtriser justement cette vague inflationniste. Et donc l'inflation, elle a eu 2 impacts. Donc la première sur les taux, la deuxième sur le prix des matières premières. Et donc pour l'immobilier, ça a été entre guillemets un double effet négatif, puisque les acheteurs ont quasiment disparu du marché français en tout cas. Et puis pour les intervenants sur les marchés immobiliers, notamment dans la construction, l'envolée des prix des matières premières a provoqué en plus une hausse du coût de construction. Néanmoins, il existe encore quelques niches dans le secteur immobilier pour investir, qui permettent non seulement de faire de la performance, mais de se protéger entre guillemets de l'inflation que pourraient avoir les taux, même si je pense que on est derrière maintenant, puisque aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, la baisse des taux est entamée, même si aux États-Unis ça a été un petit peu décalé dans le temps. Et donc, notamment, par exemple, le viager qui permet d'acquérir un bien avec une décote, puisque quand on achète en viager et que le propriétaire qui vend son bien reste occupant, ça intègre une décote assez élevée au moment de l'acquisition sur le prix qui est payé par l'acheteur, c'est-à-dire nous, notre fonds d'investissement, ce qui permet de nous protéger, entre guillemets, contre les grosses fluctuations du marché immobilier. D'accord. Donc, je vois que tous les deux, en fait, et notamment pour rebondir sur ce que vient de dire Franck,
on est en train de parler de valeur refuge. En fait, on entend souvent dire que l'or, c'est une valeur refuge. Moi, on m'a appris quand j'étais plus jeune que c'était aussi, ça faisait partie des commodities, donc quelque chose de très, très volatile. Donc, on a entendu parler de détention physique, donc ces refuges, c'est vrai, comment ça fonctionne la volatilité sur cette classe d'actifs en fait? Alors la volatilité sur l'or, elle est instable également, hein. On n'est pas sur des régimes qui sont tout le temps les mêmes sur la volatilité. On peut dire qu'en moyenne, sur les 20 dernières années, on a eu des volatilités qui sont de l'ordre de celles qu'on retrouve sur le marché des actions, autour de 18%. Mais si on regarde sur les 3-5 dernières années, on serait plutôt autour de 12-13%, donc avec des régimes de volatilité qui peuvent être croissants ou décroissants. Après, ce dont on dispose sur l'or, c'est quand même considérable. On a 4 siècles de track record, globalement, de préservation de valeur sur l'investissement en or. Et c'est ça qui doit, je pense, rester l'encre de réflexion pour y investir quand on le souhaite. À quoi sert l'or, en fait? Ça sert à se prémunir de la dévaluation monétaire. Donc, quand on a des incertitudes vis-à-vis de la monnaie, vis-à-vis du traitement de l'inflation par les banques centrales, vis-à-vis de la solidité des institutions ou vis-à-vis des marchés financiers, c'est vrai que s'intéresser à l'or, ça présente vraiment un intérêt qui paraît évident. Ensuite, on peut le voir sur le graphique qui vous est présenté, l'or pendant les crises fonctionne plutôt bien. Il fonctionne plutôt bien plutôt au début des crises en fait, hein. C'est pour ça qu'il faut être positionné un peu à tout moment, parce que une fois que l'événement s'est produit, donc par exemple l'événement des subprimes et encore plus du Covid, il est parfois un peu tard pour y revenir, même si la tendance est très clairement haussière depuis les 20 dernières années. Alors, sur le graphique qui suit, si vous voulez bien le passer, on verra qu'en analysant finalement chacune de ces séquences, l'or a parfaitement rempli son rôle de valeur refuge, et que globalement, sur la crise des subprimes, on a eu une progression, l'or a quasiment doublé entre 2007 et 2010, avec des marchés d'actions qui étaient en recul d'une vingtaine de pourcents. Donc là, l'effet a été particulièrement intéressant. Pendant la crise sanitaire, ça s'est fait un peu différemment, puisque l'or a très bien performé pendant les tout premiers mois jusqu'en juillet 2020, en progression de l'ordre de 40%, pour se stabiliser par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut être plutôt positionné en amont plutôt qu'après la survenance de la crise. Et le dernier graphique qui est en bas vous montre comment l'or s'est comporté pour la crise ukrainienne. Et là aussi, c'est un peu le même constat. C'est que dès lors que l'événement se produit, on a une forte tension, une forte hausse des prix de l'or, et puis ensuite une stabilité, voire un léger recul sur les mois qui suivent. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut être positionné en tout temps sur l'or et pas réagir de façon épidermique à une crise spontanée. D'accord, donc on milite plutôt comme une valeur refuge du côté de la financière de la cité. Et du côté de l'immobilier, alors vous avez dit quelques mots tout à l'heure sur le principe du viager. Aujourd'hui, pour rappeler un peu à tout le monde, puisque c'est un investissement un peu particulier quand même que vous proposez, le principe du viager, c'est quoi? C'est quel marché? C'est une niche? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais. Tout à fait. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une acquisition en viager, hein, pour les gens qui connaissent pas bien ce type de marché? C'est une vente immobilière, hein, quand même, hein, puisque c'est un propriétaire qui vend son bien, sauf que il le vend en échange d'un capital que nous, dans notre jargon, on appelle le bouquet, et puis l'inversement de rente à vie. Il existe 2 types de viagers, hein, le viager libre et le viager occupé. Nous, on s'occupe plus du viager occupé, hein, c'est notre secteur d'activité. Donc, en fait, le vendeur à qui on achète un bien, en fait, il conserve le droit d'habiter dans son bien. C'est ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation. Et le fait qu'il puisse conserver son bien en utilisation, hein, son droit d'usage, il bénéficie. Pour nous, ça nous bénéficie pour nous parce que on peut décoter le prix d'acquisition. En moyenne, on le décote de 40%, hein, c'est-à-dire que vous voyez sur la gauche du slide, pour un bien qui vaut 400 000 €, alors je vous passe le détail des calculs, vous pourrez y revenir plus tard, mais c'est un bien qu'on va au final payer aux alentours de 240 000 € quand le bien sera libéré et qu'on rentrera en pleine propriété.
Alors, le marché du viager, certes, c'est un marché de niche, hein, puisque c'est à peu près 10 000 transactions par an, hein, ce qui est pas énorme sur le marché de l'immobilier global. Simplement, ça représente quand même 2 milliards d'euros. Et puis, on constate une augmentation régulière du nombre de transactions, puisque c'est un marché qui croît de 8 à 10% par an sur les 10 dernières années. Alors, qui dit viager dit obligatoirement aléa, hein, c'est-à-dire que quand on achète un bien en viager, pour que l'opération soit validée par le notaire, il faut que l'aléa soit caractérisé. Et l'aléa, il se caractérise par de deux manières, hein. C'est soit la durée pendant laquelle vous avez payé, et soit le montant total que vous allez payer, parce que vous payez des rentes, la vie du rang de votre vendeur, de votre crédit rentier, dans notre jargon. Et donc, ça constitue les deux aléas. Et ce sont les deux risques principaux, hein, qui sont associés à une acquisition en viager. C'est pour ça que nous, la création d'un fonds d'investissement qui investit dans des viagers permet de limiter de manière assez importante, voire complètement, ces deux aléas, hein, puisque la mutualisation de l'acquisition de viagers permet d'avoir une bonne idée de l'aléa temps et puis du risque qui est associé, notamment sur le montant qu'on va payer au total. D'accord. Je vois que vous parlez aussi et que votre FIA, je crois, rentre dans du viager mutualisé. En quoi la mutualisation, pourquoi mutualiser? Est-ce que c'est vraiment mieux que de faire un achat en viager traditionnel? Et comment ça se traite fiscalement, en fait, les revenus de votre FIA? Alors, dans un premier temps, déjà, pourquoi du viager mutualisé? En fait, l'intérêt du viager mutualisé, c'est que vous éliminez en fait quasiment le risque, l'aléa temps, hein. C'est-à-dire que plus vous avez de viagers simultanément, plus l'ensemble du portefeuille que vous détenez va avoir tendance à se comporter comme les tables d'espérance de vie qui sont calculées par l'INSEE, par exemple, hein. Et donc, quand vous avez un grand nombre de viagers, vous savez en moyenne le montant que vous allez payer en rente, la rentabilité que vont avoir les viagers en général, et donc ça vous permet de vous projeter sur la rentabilité globale du fonds. Nous, à titre d'information, notre rentabilité moyenne sur une opération en viager, en fait, c'est entre 11 et 17% de TRI, hein, donc là, on parle bien de rentabilité annuelle sur l'ensemble d'une opération viager, sachant que nous, un cycle viager, c'est de l'ordre de 8 ans. Et donc ça nous permet, avec ce taux de rendement interne, plus la plus-value qu'on va générer au moment où on va revendre le bien, parce que dans notre process de gestion, l'objectif, c'est de revendre un bien dès qu'il est libéré pour racheter de nouveaux viagers. En fait, avec ces plus-values, en fait, le portefeuille grossit tout seul, hein. C'est-à-dire qu'on achète, on a un premier cycle d'acquisition, on a un certain nombre de libérations qui vont se produire, on aura une rentabilité qui est assez importante, plus une plus-value qui va s'ajouter. Et donc, ça nous permettra de racheter de nombreux autres viagers. Et donc, le portefeuille s'enrichit tout seul, entre guillemets, hein, sans qu'on intervienne de manière particulière. Alors, d'un point de vue fiscal, on a un traitement particulier, hein, puisqu'on est une société en commandite par action, donc on est marchand de biens. Alors, quel est l'intérêt d'être marchand de biens? C'est de pouvoir faire justement autant de reventes de biens qu'on veut, hein. Si on était par exemple en SCI, cette opération ne serait pas possible parce qu'on serait limité à 2 biens à vendre par an. Par ailleurs, ce qui est quasiment unique, hein, sur le marché pour un fonds à prédominance immobilière, hein, parce que quand même on achète des biens immobiliers, hein, c'est qu'on est éligible au PEA, on est non soumis à l'IFI, et pour les spécialistes de l'apport-cession, notamment les experts comptables et les avocats fiscalistes, on a obtenu un rescrit auprès des finances publiques pour être éligible à l'article 150-0 B du CGI. Alors c'est un article un peu barbare, mais en fait ça permet à par exemple un investisseur qui revend sa société et qui ne souhaite pas payer d'impôt sur ses bénéfices, sur ses plus-values lors de la revente, d'investir dans un fonds qui est éligible à cet article 150-0 BTR et d'être exonéré d'impôt sur les plus-values. Ouais.
Voilà. Donc en fait, c'est 8 ans l'horizon d'investissement, d'accord. Oui, alors on est dans l'immobilier, hein, donc on n'est pas dans l'investissement court terme. Hein. Nous, on préconise un investissement de 8 ans. L'objectif de performance, c'est entre 6 et 8% par an sur cette période de 8 ans. On investit dans l'immobilier spécifiquement dans le viager, donc il y a une petite période au départ où on ne peut pas sortir du fonds parce que c'est notre période, nous, d'investissement, donc on a un lock-up de 3 ans. Vous pouvez, à l'issue de ces 3 ans, vous pouvez sortir du fonds, rentrer du fonds à votre guise, c'est un fonds qui est ouvert. Et puis l'objectif, c'est qu'il soit accessible à tout le monde, donc l'investissement minimum, c'est 10 000 €. D'accord. Très bien. Donc ça, c'était pour le viager mutualisé, donc pour avoir aussi une solution sécurisée. Je reviens un peu sur Franck, en fait, et sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur cette valeur refuge qui est l'or. J'ai entendu dire tout à l'heure que finalement, ça se comportait de façon assez non pas linéaire, mais qu'il y avait une progression dans la durée. Et j'ai entendu dire que c'était important aussi pour la sécurité des investisseurs de détenir physiquement de l'or. Donc, pourquoi c'est important pour un investisseur de détenir physiquement de l'or? Parce qu'on a aussi des ETF, des ETC. Quel est l'intérêt en fait d'avoir le lingot en physique plutôt qu'un ETF? En fait, l'intérêt, c'est la propriété. En fait, qui est propriétaire à la fin de l'or? Et je pense que l'or, quand on l'achète comme étant un actif de dernier ressort en cas de crise systémique, on doit s'intéresser à la véritable propriété de l'or. L'or a cette particularité que quand il est détenu en onces, si jamais vous avez un compte à la banque, dans n'importe quelle banque, et qui vous propose de détenir des onces, donc des onces électroniques, en fait, ça n'a pas de statut particulier. Vous n'aurez pas de fonction dépositaire sur ces onces, vous n'aurez qu'une tenue de position. Si la banque fait faillite, il ne vous restera rien. On n'est même pas sur le cash, sur lequel il y a des fonds de garantie qui vous proposent de vous restituer à hauteur de 100 000 € les positions que vous pourriez avoir en cash. Là, sur les onces, on est sur quelque chose qui est immatériel et qui n'existe pas et qui sort complètement un peu des règles de la fonction dépositaire. Donc, c'est important pour nous de s'assurer que le métal existe et qu'on n'en est copropriétaire. Alors, il existe des ETF et des ETC plutôt qui sont adossés à des stocks d'or, mais souvent, on n'est pas sur du droit français, on est sur du droit international, et on se rend compte qu'à la fin, le propriétaire de l'or, c'est un trust, et que ce trust, finalement, il n'assure pas autant que la solution que nous, on propose, la copropriété d'un stock d'or, et qu'en cas de problème majeur, par exemple, imaginons que les coffres dans lesquels sont détenus les barres des clients disparaissent parce qu'il y a eu un glissement de terrain, un effondrement ou une bombe nucléaire qui détruit tous ces stocks, ça ne vous permet pas de récupérer votre or. Notre solution, donc, qui est une solution de droit français avec un dépositaire français qui est la BNP Paribas, qui a fait le choix de déléguer la conservation à HSBC à Londres, s'agissant des barres pour la détention dans les coffres, nous propose une sécurité qui est double, puisque le dépositaire garantit la restitution de la matière. Donc, si HSBC ne parvient pas à nous restituer nos barres d'or dont on est propriétaire, ce qui peut arriver, je parlais tout à l'heure d'un effondrement, glissement de terrain ou je ne sais quoi, qui pourrait mettre en péril le stock d'or, la BNP a l'obligation de nous restituer ces mêmes barres dans les proportions qui sont connues par le dépositaire. Donc on est vraiment sur une solution qui est la plus robuste et qui nous assure la pleine propriété du stock d'or, contrairement aux autres produits qu'on pourrait avoir sur la place. Alors, il y a d'autres solutions, il y a aussi la possibilité de mettre des pièces dans un coffre, des barres dans un coffre. Là, il y a la logique de la sécurité qui va se présenter, des frais, évidemment, et quand on a un peu d'épargne à investir, on n'a pas spécialement envie de se mettre ces contraintes sur le dos en plus. Alors, je vous entends parler d'or et d'or physique, d'extraction, de détention, mais l'or physique, c'est quand même un minerai. C'est au niveau de la durabilité des produits, en fait, l'environnement, vous avez une considération responsable, on peut dire ça, sur de l'extraction d'or? Oui, alors on s'est calé finalement dans les règles du programme qui s'appelle le programme de l'or responsable de la LBMA, qui est l'association qui chapeaute un peu les transactions sur l'or professionnel.
Et il faut savoir que depuis 2012, en fait, il y a des critères qui sont à respecter pour tous les réseaux, donc tous ceux qui sont en liaison avec soit le transport d'or, soit l'extraction d'or, donc les producteurs, soit ceux qui l'échangent et qui vérifient qu'évidemment, des choses de base, mais qui sont importantes, comme combattre la violation des droits de l'homme, éviter de contribuer au conflit armé, lutter contre le financement du terrorisme, enfin toutes ces choses voilà, sont auditées chaque année et depuis 2012, toutes ces barres qui ont été fondues sont qualifiées de or responsable et nous n'acceptons pour le fonds et d'essor physique que nous commercialisons que ces barres fondues après 2012, donc qui sont qualifiées d'or responsable. Il y a une différence de valeur entre les barres depuis 2012 et celles d'avant 2012? Alors, non, il n'y a pas de différence de valeur. Donc, elles se traitent de la même manière. C'est pour ça qu'on a fait ce choix qui n'est pas très marquant finalement de ne prendre que des barres qui sont postérieures à 2012. D'accord. Et du côté de l'immobilier, il y a un critère social ou environnemental dans les biens que vous rachetez? On entend parler de catégorie D, E, F. Vous êtes fixé des quotas? Oui, alors bon, je vais revenir sur l'aspect environnemental, mais je voulais insister sur un point quand même qui est très très important parce que c'est un peu il est un peu à la genèse de notre fonds, c'est que nous notre objectif aussi c'était dès le départ de pouvoir aider les personnes âgées en leur permettant de rester dans leur domicile. Donc nous on promeut le maintien à domicile. Et on a constaté, outre le vieillissement de la population, ça qu'on constate tous, c'est que le système de retraite qu'on a actuellement va sans doute aider de moins en moins et de moins en moins robuste. Et le besoin de revenus complémentaires va se manifester pour de nombreuses personnes. Et en fait, l'utilisation du viager, ça permet aux personnes âgées, tout en restant chez elles, de pouvoir bénéficier d'un capital et de rente. Et ces rentes, elles sont indexées sur le coût de la vie, donc on les protège contre l'inflation. Nous, on verse en moyenne à 900 € de rente par mois à chacun des crédits rentiers à qui on a acheté un bien. Et donc, notre engagement sociétal, il est là, il est vraiment là. Et donc, c'était tout naturel que nous, on s'engage dans une labellisation ISR qui est en cours. On espère, on est quasiment sûr maintenant d'obtenir ce label ISR sans doute au cours du 4e trimestre de cette année. On sera également article 8 dans la nomenclature SFDR. Et on a voulu ajouter à cet aspect sociétal, un aspect environnemental. Et là, il était tout trouvé, entre guillemets. C'est ce que vous soulignez, Armelle, sur, entre guillemets, l'amélioration du bilan énergétique des biens qu'on achète. À savoir que, certes, quand on achète un bien, on fait attention au DPE, que tout le monde connaît. Le DPE, c'est le bilan énergétique qui vous donne l'efficience énergétique de votre maison ou votre appartement. L'idée étant qu'on ne s'engage pas sur des passoires thermiques, mais dans ce cadre de labellisation ISR, ce qu'on envisage de faire, c'est d'aider les personnes âgées à bénéficier de l'ensemble des dispositifs qui sont mis à leur disposition pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique de leurs biens. Et nous, en tant qu'investisseurs, à les accompagner aussi bien pour obtenir toutes les aides type prime rénov, prime adapt, etc. Et puis également de contribuer financièrement à cette amélioration. Alors on le fait évidemment dans le cadre de cet engagement sociétal, mais aussi parce qu'on sait bien qu'à terme, nous, on sera propriétaire de ce bien quand il sera libéré. Et c'est quand même beaucoup plus facile de vendre un bien qui a un DPE qui a été ramené à C ou à B, plutôt qu'un bien qui aura été laissé avec un DPE à E. Donc on est en plein dedans dans l'engagement sociétal et environnemental. Et votre produit, du coup, puisque j'entends que c'est un FIA, je suppose qu'il n'est pas forcément disponible en assurance vie ou contrat de capitalisation. Il est disponible comment, en souscription directe? Alors, il est en effet disponible en souscription directe. On a passé pas mal d'accords avec conseillers en investissement financier, conseillers en gestion de patrimoine. On travaille également à l'intégrer à d'autres solutions de distribution, mais pour l'instant, on a préféré, comme c'est un produit de niche qui est important d'avoir en fonds de portefeuille, certes, mais pour l'instant, la distribution, elle est réservée à des partenaires avec lesquels on souhaite travailler.
D'accord, et côté Franck, en fait, sur l'or physique, on a vu passer le référencement, sur quelques contrats, et en termes de volatilité sur votre produit, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, en termes de performance, on s'attend à quoi en ce moment sur votre produit? Alors, je peux vous parler des performances passées, hein. L'or, c'est la meilleure performance de toutes les grandes classes d'actifs en euros, j'entends. Sur les 20 dernières années, on est quasiment à 10% annualisé. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Là, vous avez à l'écran les performances. Depuis le début de l'année, on est autour de 15%. Sur un an, 16%, sur 3 ans, 32%, 5 ans, 73%. Donc, on voit que finalement, sur cette séquence des 5 dernières années, ça a été plutôt linéaire et très positif. Évidemment, il y a des années où ça se passe moins bien. Voilà, ce qu'il faut sur cet actif, c'est bien avoir en tête quels sont ses avantages. Le principal, c'est sa décorrélation. On est sur un actif qui est complètement décorrélé des marchés d'actions, voire anti-corrélé. C'est-à-dire qu'on a une corrélation négative avec le marché des actions, une faible corrélation avec le marché des obligations. Donc, on est sur quelque chose qui va apporter beaucoup de stabilité à votre portefeuille. Ensuite, voilà, sur ce que nous réserve l'avenir pour la performance de l'or, c'est toujours délicat. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des moteurs qui sont toujours bien enclenchés, notamment la défiance de tout ce bloc qui ne veut pas rester aligné sur le dollar. Donc, je parle des banques centrales des pays émergents ou même émergés. On peut parler de la Chine, par exemple, qui cherche à se diversifier autant que possible pour ses réserves en devises du dollar américain. Donc, l'or, c'est évidemment un candidat qui est assez naturel. On voit que du point de vue de la stabilité politique, sans avoir ce prisme français, on voit quand même que les choses au travers le monde sont de plus en plus compliquées. Donc là, c'est aussi une bonne façon de considérer que c'est un autre élément qui peut soutenir les cours de l'or pour la décennie à venir. Et puis, on voit aussi qu'on s'est engagé dans des politiques un peu de surenchère du point de vue des déficits qui, globalement, peuvent créer à terme une inflation un peu plus forte que celle qu'on a connue sur la dernière décennie. Donc là, on est revenu sur une inflation proche de 2%, entre 2 et 3% dans les grandes zones économiques, mais rien ne nous dit que sur la décennie à venir, on n'est pas à une tolérance un peu plus importante sur le niveau d'inflation des grandes économies. Tous ces éléments sont plutôt positifs. On voit par vos présentations qu'on arrive, que ce soit l'un comme l'autre, sur des actifs finalement assez responsables, décorrélés des marchés financiers. Mais on est aussi sur l'un comme l'autre finalement des actifs tangibles, c'est-à-dire qu'on a un bien immobilier physique en dur en face de nous, on a de l'autre côté des lingots. Le risque de liquidité, vous l'appréhendez comment chacun de votre côté? Allez, le premier Alors, qui veut. je veux bien commencer Allez-y, parce que je serai le plus rapide. Alors, le risque de liquidité sur l'or, nous, on l'appréhende, il est assez limité parce qu'on travaille sur le marché professionnel, sur lequel se traite entre 45 et 50 milliards par jour d'or, en fait. Donc, il faut savoir que chaque semaine, en fait, l'équivalent de l'ensemble de ce qui a été extrait des sous-sols est traité sur les marchés financiers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important sur un actif unique. C'est 15 fois ce qui serait sur le CAC 40, par exemple, chaque jour. Donc, globalement, on peut venir sur le marché de l'or professionnel avec 10, 15, 20, 50 millions d'euros. Franchement, on ne pèsera pas sur le marché professionnel. Donc, on est sur quelque chose qui est hautement liquide et globalement qui ne pose pas spécifiquement de problème de liquidité pour l'investisseur. D'accord. Et Sylvain? Est-ce que Sylvain, la liquidité sur de l'immobilier, on est en plein dedans, on peut en parler? Ah oui, mais c'est vrai que le marché de l'immobilier, c'est pas le marché le plus liquide du monde, ça on va pas se mentir. Simplement, nous on a un process de gestion et puis un actif sous-jacent qui est un peu particulier parce que c'est le viager. Donc on a adapté notre process de gestion pour pouvoir disposer d'une liquidité qui permet aux investisseurs de pouvoir sortir quand ils veulent. Et comment on a fait ça? Eh bien, en fait, nous, on construit notre portefeuille de façon à ce qu'on ait des libérations à intervalles réguliers. C'est avec un grand nombre de viagers, en fait, vous pouvez maîtriser en fonction du type de bien que vous achetez, de l'âge des crédits rentiers à qui vous achetez,
pouvait avoir, entre guillemets, établir une sorte de calendrier de libération des biens. Et nous, notre process de gestion, hein, c'est qu'à chaque fois qu'on a une libération de biens, donc on rentre en pleine propriété du bien, nous, on ne fait pas de spéculation sur l'immobilier, sur l'évolution du prix de l'immobilier, on ne fait pas de gestion locative, hein, ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est d'acheter des viagers, de les détenir et puis de les revendre. Et donc, quand on a un bien qui se libère, on le revend immédiatement. On le revend au prix du marché. Donc, si le marché de l'immobilier a baissé, on fera une plus-value qui est moins importante. Je vous rappelle quand même qu'on achète avec une décote de 40% hein, en moyenne. Donc, il faudrait que le marché de l'immobilier s'effondre littéralement pour qu'on commence à perdre de l'argent sur une opération en viager. Donc, on fait systématiquement des plus-values, quasiment. Hein. Enfin, on n'a jamais fait de moins-value sur une opération en viager jusqu'à maintenant. Et on vend au prix du marché. Donc, même si le marché de l'immobilier est un peu grippé, on revend régulièrement, assez facilement, des biens. Et donc, en fait, on génère des liquidités tout le temps. Hein, parce qu'on a tout le temps des biens qui se libèrent, et donc on les vend, et donc on génère des liquidités. Et avec ces liquidités-là, alors certes, on réinvestit dans de nouveaux viagers, hein, parce que c'est le process de gestion, mais en fait, on pilote un peu cette arrivée de liquidité pour pouvoir répondre aux demandes de rachat de nos clients qui veulent nous quitter, bien malgré nous, hein, évidemment. Mais on a plus de 500 investisseurs, hein, ce sont des personnes aussi bien physiques, hein, des non-professionnels que des personnes morales. Et donc, on a toujours ce volant de liquidité hein, qui roule dans le fond et qui permet de répondre aux besoins des clients qui veulent sortir. D'accord. Donc, finalement, pas vraiment de sujet de liquidité majeur des deux côtés, ou un process de gestion qui s'adapte d'un côté et une liquidité naturelle de marché du côté de l'or physique, finalement. Je crois que ça va s'achever dans quelques instants. Je crois que la conférence va s'achever dans quelques instants. Donc, sur ce que j'ai entendu, moi, je trouve que c'est assez intéressant, en fait, dans nos portefeuilles, d'avoir effectivement une certaine décorrélation, puisque ces deux classes d'actifs apportent ce point-là. Je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir une histoire socialement responsable à pouvoir fournir, ou à pouvoir étayer pour nos clients, puisqu'en fait, on a quand même quelque chose, un process qui est derrière qui est un investissement socialement responsable, finalement, dans un cas comme dans l'autre, même si ça n'en a pas le logo. Et ça peut être intéressant dans une petite partie, je dirais, de portefeuille, d'avoir une décorrélation ainsi sur le long terme, hein. Voilà pour ma part. Donc, je vous remercie, en fait, pour tout ça, et je vais laisser la main à Pascal si toutefois il y a des questions. Oui, j'ai deux petites questions. Armelle, merci d'avoir animé ce débat. Je pense que c'était très, très clair pour nos auditeurs. Donc, manifestement, ça s'intéresse à certains sujets. Notamment, on demande à Franck, c'est comment et où souscrire à FDC hors physique. Alors, écoutez, c'est assez simple en fait. On peut souscrire sur son compte titre, par exemple, sur les contrats FIT-FAS luxembourgeois, puisque alors, malheureusement, on ne peut pas y souscrire sur un contrat d'assurance vie français, puisque c'est un fonds professionnel spécialisé, donc ça n'est pas autorisé de le faire. On ne peut pas les référencer en compagnie d'assurance française. Néanmoins, voilà, on se dirige vers son intermédiaire. Il faut avoir un montant minimum de souscription, 200 000 € pour la première souscription, ou de 30 000 € selon si on a déjà investi sur ce type de support auparavant. J'entends des supports FCPR ou de même style. Voilà, et ensuite les choses se font très simplement, on est en règlement J+1, et puis la performance du fonds, c'est la performance de l'or, moins les frais de gestion, donc tout est très, très transparent vis-à-vis de l'investissement. Merci Franck, je pense que vous aurez répondu à la question de notre auditeur. Et j'en ai une aussi pour Sylvain. Alors, je pense qu'il a un peu répondu tout à l'heure, mais je pense qu'on peut enfoncer le clou. On nous demande comment assurez-vous la liquidité du fonds pour les demandes de rachat? Ah oui, alors oui, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai évoqué.
Oui, on a un volant de liquidité qui nous permet de répondre à la demande, puisqu'on a des libérations, comme je l'ai souligné, à intervalles réguliers, ce qui nous permet de répondre alors, aux demandes de rachat. Alors, ce que je peux ajouter par rapport à ce que j'ai dit, c'est que comme de nombreux fonds immobiliers, nous, on s'astreint quand même à avoir aussi une poche de liquidité qui permet de demander, de répondre aux demandes de rachat qui est de l'ordre de 10% de l'actif net du fonds. Elle est plus ou moins autour de ce niveau-là tout le temps. Et ensuite, en fait, quand on a des demandes de rachat qui font baisser ce ratio en dessous des 10%, dès qu'on a une libération, on consacre un petit peu plus des liquidités qu'on a pour, entre guillemets, réalimenter cette poche de liquidité. Donc, on n'a jamais rencontré à ce jour de problème de liquidité pour les demandes de rachat. Merci beaucoup, Sylvain. Allez, une petite dernière, et comme ça, après, on termine sur ce point-là. Pour Franck, cette fois-ci, sur les facteurs de soutien au cours de l'or. Donc, on a évoqué en tout début de session comme quoi l'or était une valeur refuge. Donc, mais c'est quoi, in fine, les facteurs de soutien au cours de l'or? Il y a 4 grands facteurs de soutien au cours de l'or. Il y a la croissance mondiale nominale. C'est vrai que c'est un des facteurs qui permet à l'or de bien se tenir dans le temps. Le second, ça va être le niveau des taux réels. Plus les taux réels vont être bas, plus la rémunération d'épargne va être basse, plus l'investisseur va avoir tendance à privilégier l'or plutôt que des obligations. Et là, c'est vrai qu'on a eu des tensions assez importantes sur les cours de l'or sur les 3 dernières années, sur les taux réels sur les 3 dernières années, qu'on est revenu à des niveaux qui sont proches de 1% en Europe et 2% aux États-Unis, donc un peu plus élevé qu'auparavant. C'est plutôt un facteur qui freine l'évolution de l'or, mais que globalement, c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure, on est plutôt sur une voie de recul des taux réels sur les prochains mois. Donc, on pourrait à nouveau avoir un vent plutôt favorable pour l'or. Ce qui va ensuite pousser également les cours de l'or à la hausse, c'est les anticipations d'inflation. Si les investisseurs s'inquiètent de poussées inflationnistes et qui s'expriment par les anticipations à 10 ans sur l'inflation, disposer d'un investissement en or, c'est plutôt quelque chose qui est favorable parce que plus d'inflation, c'est des taux réels qui sont plus bas. Et des taux réels qui sont plus bas, c'est aussi un facteur de soutien, comme je l'ai dit, à l'évolution de l'or. Puis enfin, il y a la confiance des consommateurs, la fameuse. Et c'est vrai que plus les consommateurs sont en confiance, ou plutôt à l'inverse, plus ils ont une défiance vis-à-vis de l'économie, plus détenir de l'or apparaît comme une bonne idée. Voilà, ces 4 éléments-là, quand ils sont combinés, font qu'on peut dormir tranquille quand on investit sur de l'or. Ouais, c'est le moment, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est maintenant le moment, mais en tout cas, ce sont les éléments qu'il faut avoir en tête pour investir. Okay. Allez, une dernière pour Sylvain, et puis on clôt notre débat du jour. Alors, Sylvain, on me pose la question. Ah oui, alors, le viager est un marché niche, n'est-il pas voué à disparaître? Oui, c'est une excellente question. On s'est posé la question. Nous, au moment de la création des fonds, on s'est dit, est-ce qu'on ne s'engage pas sur un truc qui va disparaître et qui, dans 10 ans, le viager, parce que le viager, c'est quelque chose qui existe depuis les années 1800, donc ça n'a pas été inventé hier. Et pourtant, ça a traversé les âges, déjà, ça c'est le premier point. Donc, il y a toujours eu des ventes en viager. Et quand je faisais tout à l'heure un petit état des lieux du marché, c'est 10 000 transactions par an, c'est 2 milliards d'euros. Par an de transactions. Les investisseurs institutionnels comme nous, ça représente moins de 10% du marché. Donc ça veut dire que tout le reste du marché, il est occupé entre guillemets par des ventes en direct entre deux personnes, l'un acheteur, l'autre vendeur de son bien en viager. Et en fait, force est de constater que les statistiques et l'évolution des pyramides des âges montrent qu'il y a un vieillissement de la population. Si vous avez 5 minutes, regardez les statistiques de l'INSEE sur les pyramides des âges jusqu'en 2070. En fait, la population de la France va se stabiliser aux alentours de 70 millions, un tout petit peu en dessous. Simplement,
les personnes qui ont plus de 70 ans, qui occupent à peu près 30% de la population, ça va monter jusqu'à 50%. Hein. Bon, vous avez peut-être entendu un petit peu parler des réformes des retraites hein, ces dernières années. Hein. À chaque fois, on vient raboter le montant des pensions des futurs retraités, on les fait travailler de plus en plus longtemps. Et donc, en fait, il y a un vrai problème de retraite hein, qui va se poser et comment construire sa retraite. Et le viager, c'est une très bonne solution. Hein, et en plus, ça répond à une autre demande hein, qu'on constate dans tous les sondages qu'on peut avoir. Hein, c'est que les gens, les personnes âgées, elles veulent rester chez elles. Elles ne veulent pas partir en maison de retraite, elles ne veulent pas partir à l'hosto, etc. Enfin, je ne vous rappelle pas les scandales dont on a entendu parler récemment hein, sur certaines maisons de retraite. Et donc, en fait, le viager, c'est une réponse à tous ces problèmes, hein, c'est-à-dire baisse des retraites, on apporte un revenu complémentaire, on protège contre l'inflation, on vous permet de rester chez vous et on vous aide à rénover votre bien. Donc, non, on ne pense pas que ce soit un marché de niche. On pense que c'est même un marché qui va se développer fortement, en fait. Eh bien, très bien. Je pense qu'on en a fini. Armelle, tout va bien? Plus de questions? Non, plus de questions. Merci beaucoup d'avoir animé cette conférence avec brio. Sylvain, Franck, merci de ces précisions. Je pense que ça a été particulièrement éclairant pour nos conseillers qui étaient présents ce jour et qui pourront bien sûr revoir la conférence comme d'habitude via nos replays, tant sur la plateforme Patrimeta que sur notre chaîne YouTube. Hein, n'hésitez pas, voyez les replays. Là, le cycle de conférence va faire une petite pause pendant l'été, bien évidemment, et puis on va se retrouver en septembre avec d'autres thématiques à aborder. On aura effectivement un florilège de thèmes à vous présenter et à vous faire réfléchir pour vos investissements de demain. Et j'espère qu'Armelle pourra venir encore nous aider avec brio. Volontiers. Super. Il me reste à conclure. Merci à vous tous. Merci d'avoir écouté cette conférence. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.